Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va parler sur la digestion dans l'intestin grêle. Mais avant de passer au détail de ce point, il faut compléter notre discussion sur la digestion dans l'estomac par l'explication de tout ce qui se passe dans le contrôle de la sécrétion gastrique. Bon, la sécrétion du suc gastrique, qui est un liquide incolore sécrété par l'estomac, à raison de 1 litre à 1,5 par jour, est lié à des mécanismes nerveux et hormonaux. Elle se déroule en 3 phases. La première, c'est la phase céphalique plutôt, qui est sous le contrôle nerveux. Puis la phase gastrique, qui est sous contrôle nerveux et hormonal. Et enfin, la phase intestinale qui est sous contrôle hormonal. On commence par la phase céphalique qui commençait avant la pénétration des aliments dans l'estomac. La vue, l'odeur, le goût, l'idée de la nourriture, en plus même l'existence ou bien la présence des aliments au niveau de la bouche, le pharynx, l'œsophage, stimule le cortex cérébral et l'hypothalamus, c'est-à-dire le centre de la faim dans l'hypothalamus. Ces centres va stimuler le bulbe rachidien et le bulbe rachidien envoie un influx moteur à travers le nerf pneumogastrique 10 ou bien le nerf vague ou bien le nerf crânien 10 pour augmenter la sécrétion gastrique. Et tout ce qui est relié à l'augmentation de la sécrétion gastrique est mentionné dans ce schéma par des flèches en couleur vert. La deuxième phase est assurée par le contrôle hormonal et nerveux après la pénétration des aliments dans l'estomac. Si on parle de la régulation nerveuse, on peut dire que la distension causée par les aliments qui existent dans l'estomac va stimuler le bulbe rachidien et le bulbe rachidien va envoyer à travers le nerf pneumogastrique 10 toujours un influx moteur à l'estomac pour augmenter la sécrétion gastrique. Dans la partie hormonale, on peut dire que les protéines, principalement, en plus l'alcool chez les gens alcooliques, ou bien même l'alcool qui existe par une concentration faible dans certains plutôt aliments, peut stimuler
aussi, avec les protéines toujours, la sécrétion de la gastrine par les cellules G de la muqueuse de l'estomac. Le gastrine va bien sûr entrer dans la circulation sanguine et revenu à l'estomac pour stimuler la sécrétion de suc gastrique ou bien augmenter précisément la sécrétion gastrique. On passe maintenant à la phase intestinale qui, strictement sous le contrôle hormonal, et qui commençait après le passage de chyme vers le duodénum ou bien la première partie de l'intestin grêle. Dans cette partie, il y a des cellules qui assurent quoi? Assurent la sécrétion aussi de la gastrine, mais c'est la gastrine entérique, c'est pas la gastrine gastrique. Donc, le même rôle, mais le lieu de la sécrétion et la production se diffèrent. C'est pour ça on dit la gastrine gastrique pour l'estomac et la gastrine entérique pour l'intestin grêle. Alors, la gastrine, toujours, est stimulée par quoi? Par l'existence des protéines partiellement digérées au niveau de duodénum. Donc, ces protéines vont stimuler la sécrétion de la gastrine entérique. La gastrine entérique va entrer dans la circulation sanguine et stimuler l'estomac pour augmenter la sécrétion gastrique. Donc, ça, tout ce qui concerne l'augmentation de la sécrétion gastrique. Mais faites attention, dans le schéma, on a représenté des flèches en couleur vert et des flèches en couleur rouge. Ce sont les flèches qui mentionnent plutôt, je suis désolé, les facteurs qui inhibent la sécrétion gastrique. Parce que la dernière phase de l'augmentation de la sécrétion gastrique, c'est la phase intestinale. C'est-à-dire le chyme plutôt, va passer au duodénum et à l'intestin grêle. Donc, il faut que la sécrétion de suc gastrique s'arrête après le passage de tout le chyme vers le duodénum. Comment ça se passe ça? Bien sûr, à travers toujours les composants de la nourriture qui existent au niveau de quoi? Au niveau de duodénum. Donc, la nourriture qui existe dans l'intestin grêle, si la nourriture se compose d'acides, les acides plutôt, protéines aussi et sucres partiellement digérés, ces composants vont stimuler le bulbe rachidien à travers le réflexe entérogastrique. Le bulbe rachidien va envoyer un influx moteur qui va inhiber
le nerf pneumogastrique 10 et stimuler les fibres sympathiques, et les fibres sympathiques vont inhiber la sécrétion gastrique. Il y a autre côté, c'est le côté hormonal de cette inhibition. Alors, l'existence des acides, des protéines partiellement digérées toujours, des graisses, des liquides hypertoniques ou hypotoniques et des substances irritantes tant que le milieu au niveau de l'estomac c'est acide, donc le chyme représente l'acidité. Si tous ces composants vont stimuler la sécrétion de 3 hormones par la muqueuse duodénale, la sécrétine, la cholécystokinine et le polypeptide inhibiteur gastrique. Ces 3 hormones vont entrer dans la circulation toujours sanguine pour arriver au niveau de l'estomac et inhibe la sécrétion gastrique. Comme ça, on a expliqué toutes les influences qui peuvent stimuler ou bien inhiber la sécrétion gastrique. On passe maintenant à la digestion dans l'intestin grêle. L'étape la plus importante de la digestion a lieu dans l'intestin grêle où la plupart des aliments sont hydrolysés puis absorbés. Le schéma suivant représente la première partie de l'intestin grêle qui est le duodénum et tous les organes annexes qui entrent en relation avec le duodénum. Ce sont le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. Tous ces organes déversent leur sécrétion dans le duodénum. C'est pour ça la digestion chimique dans l'intestin grêle est effectuée par les sécrétions de ces organes en plus les sucs intestinaux. Et pour cela, j'ai représenté ce schéma qui manifeste la relation entre le pancréas, le foie, la vésicule biliaire et le duodénum. On parle sur quelques informations concernant ces organes. Commençons par le foie, qui a une masse de 1,4 kg chez l'adulte moyen. Il est divisé en 2 lobes, lobe gauche et lobe droit, séparés par le ligament falciforme. Il est situé sur le diaphragme et assure la production et la synthèse de la bile. La vésicule biliaire est une poche en forme de poire de longueur 7 à 10 cm, située dans la fossette cystique à la face viscérale du foie.
c'est le lieu de stockage, concentration et emmagasination de la bile produite par le foie. Enfin, le pancréas, qui en forme d'une feuille de longueur 12,5 cm et épaisseur 2,5 cm, situé derrière la grande courbure de l'estomac. Il est formé d'une tête, d'un corps et d'une queue. Tous ces organes sont ou bien vont sécréter du sucre dans le duodénum pour digérer le chyme à travers des réactions enzymatiques. On commence par la digestion mécanique, toujours qui est résumé dans ce tableau. Les mouvements de l'intestin grêle sont divisés en deux types ou bien deux phénomènes: la segmentation et le péristaltisme. Ces deux phénomènes sont assurés bien sûr par la musculeuse. La segmentation est le plus important mouvement de l'intestin grêle. C'est strictement plutôt une contraction ou bien une alternance des contractions des fibres circulaires. Comment? La contraction se localise dans les régions contenant de la nourriture. Ces contractions des fibres musculaires circulaires divisent l'intestin grêle en segments. C'est le début de la segmentation et pour cela, ce phénomène mécanique nommé la segmentation. Ensuite, les fibres musculaires qui entourent le centre de chaque segment se contractent aussi. Faites attention dans l'explication de la segmentation parce que c'est très important. Je répète, après la contraction des fibres musculaires pour diviser l'intestin grêle en segments, les fibres musculaires qui entourent le centre de chaque segment se contractent aussi, divisant de nouveau chaque segment. Et ça, c'est la resegmentation. C'est la resegmentation. Enfin, les fibres qui se contractaient les premières
se relâche et chaque petit segment s'unit au segment voisin pour reformer des grandes surfaces. Ce processus, qui se répète de 12 à 16 fois par minute, permet quoi? Permet le mélange du schime par des mouvements de va et de vient. De va et de vient. Le mélange au quoi? Au suc digestif, bien sûr. Aussi, la segmentation, mettre la nourriture en contact avec la muqueuse puis être absorbée. La segmentation dépend principalement de la distension intestinale qui envoie les influx nerveux au système nerveux central et les influx parasympathiques qui sont renvoyés accroissent la motilité. En revanche, les influx sympathiques diminuent la motilité intestinale à mesure que la distension diminue. Le deuxième phénomène, qui est le péristaltisme, est la principale force propulsive de l'intestin grêle. Pourquoi? Parce que c'est les contractions qui poussent le chyme vers la valvule héliocécale et donc vers le cæcum et vers le gros intestin. Les contractions péristaltiques sont normalement des ondes très faibles. Ces ondes sont des contractions et des relâchements des fibres circulaires et longitudinales. Le chyme avance dans l'intestin grêle de cette façon au rythme de 1 cm par minute. Seulement 1 cm par minute. C'est-à-dire, c'est un passage long. Il demeure le chyme, c'est-à-dire dans l'intestin grêle de 3 heures à 5 heures. De 3 heures à 5 heures. Pour que le chyme prend tout le temps de la digestion et après la digestion, les nutriments prennent tout le temps nécessaire pour l'absorption. Le péristaltisme, comme la segmentation, est déclenché par la distension et est régulé par le système nerveux autonome. Comme ça, on a fini la digestion mécanique dans l'intestin grêle et on passe à la digestion chimique qui se représente par quoi? Par la sécrétion des sucs digestifs.
les matériaux prédigérés déversés par l'estomac sont soumis dans l'intestin grêle à l'action conjuguée de 3 sucs digestifs puissants, comme j'ai déjà signalé avant. Le suc pancréatique, le suc intestinal et la bile. Donc, l'intestin grêle, plutôt, je suis désolée, est le siège de la majeure partie de la digestion enzymatique. On commence par un petit résumé sur les caractéristiques des différents sucs digestifs dans l'intestin grêle. Et on commence par le suc intestinal. Le suc intestinal est un liquide jaune clair de pH 7,6 et sécrété à raison de 2 à 3 litres par jour. 2 à 3 litres par jour. Désolé. Le suc pancréatique est un liquide clair incolore. pH 7,1 à 8,2 est sécrété à raison de 1,2 à 1,5 litres par jour. La bile est un liquide jaune brunâtre ou vert olive de pH 7,6 à 8,6 et sécrété à raison de 0,8 à 1 litre par jour. Dans le tableau, on va parler sur chaque suc, la structure qui sécrète le suc et l'importance de ce suc. On commence par toujours le suc intestinal. Le suc intestinal contient des électrolytes, des mucus, d'eau bien sûr, et des enzymes. Le suc intestinal sécrété par des glandes dont la muqueuse et la semi-muqueuse. Il se compose des enzymes suivants: maltase, invertase, lactase pour la dégradation des glucides, peptidase pour la dégradation des protéines, ou bien on précise des peptides parce que la dégradation de la protéine commence au niveau de l'estomac, et aussi
des ribonucléases et désoxyribonucléases pour la dégradation des acides nucléiques. La glande de Brunner, au niveau de l'intestin grêle, sécrète le mucus pour protéger et lubrifier toujours les voies digestives. Donc, toujours il y a le mucus pour la protection de la paroi de tube digestif. Dans la suite de tableau numéro 3, se représente la production et la sécrétion des organes annexes au duodénum ou bien à l'intestin grêle. Et on commence par le pancréas ou bien le suc pancréatique. Le suc pancréatique qui est formé d'eau, de quelques sels, de bicarbonate de sodium et des enzymes. Le bicarbonate de sodium donne au suc pancréatique un pH légèrement alcalin qui stoppe l'activité de la pepsine de l'estomac et crée un milieu adéquat pour les enzymes de l'intestin grêle. Parce que je répète toujours que le milieu de l'estomac, c'est un milieu acide. Donc, les enzymes de l'estomac, plutôt, je suis désolée, adaptent avec l'acidité. Alors que au niveau de l'intestin grêle, les enzymes s'adaptent avec le milieu alcalin. Et pour cela, le bicarbonate de sodium change et régule le pH de chyme arrive de l'estomac. Les sécrétions pancréatiques sont assurées par des cellules sécrétrices disposées en grappes appelées acinus et s'abouchent dans des canaux qui confluent vers le canal pancréatique. Celui-ci, rejoignant le canal cholédoque avant de gagner le duodénum. C'est-à-dire que le suc pancréatique est libéré dans le duodénum par le canal pancréatique. Le suc pancréatique renferme des enzymes qui permettent la digestion des principaux groupes alimentaires: les glucides, les protéines et les graisses, en plus toujours des acides nucléiques. Le foie, c'est le lieu de la formation ou bien la production ou bien la synthèse de la bile qui est nécessaire à l'émulsion des graisses. La bile est principalement formée
doux et des sels biliaires, en plus de cholestérol, d'un phospholipide appelé lécithine, des pigments biliaires et de plusieurs ions. Ce mélange est stocké et concentré dans la vésicule biliaire. Après un repas, la vésicule biliaire se contracte sous l'effet de la cholécystokinine et la bile est expulsée dans le canal cholédoque dans le duodénum. La bile est sécrétée en général sous l'influence de la présence des graisses à ce niveau et à l'estomac, parce que c'est le composant nécessaire, comme j'ai déjà dit, à l'émulsion des graisses. Grâce au bicarbonate, la bile neutralise le chyme gastrique. Et j'ai signalé ça dans l'explication de pancréas ou bien de la libération des sucs pancréatiques. Grâce aux sels biliaires, la bile joue un rôle très important dans l'émulsion. C'est quoi l'émulsion? C'est la dégradation ou bien la transformation des globules des graisses en fines gouttelettes graisseuses en suspension. Je répète, l'émulsion, c'est la dégradation ou bien la transformation des globules de graisse en fines gouttelettes graisseuses en suspension. Bien sûr, la bile joue un rôle aussi dans l'absorption des graisses après la digestion. Le cholestérol est rendu soluble dans la bile par les sels biliaires et la lécithine. Aussi les vitamines liposolubles et les autres lipides aussi. Les sels biliaires aussi augmentent la motricité colique et favorisent la défécation, et toutes ces phénomènes ou bien tous ces phénomènes mécaniques, ce sont les phénomènes du gros intestin. Notre dernière partie de tube digestif. Donc, nous avons terminé par la discussion sur la motilité colique et la défécation, qui, comme j'ai déjà dit, augmentée par les sels biliaires, et tout ce qui concerne la digestion dans le gros
intestin, on va étudier la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, maintenant, toujours, je vous remercie, mes chers étudiants, et la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.